يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, votre rendez-vous hebdomadaire 100% économique. Et laissez-moi vous dire d'emblée que le thème d'aujourd'hui revêt une importance capitale pour l'avenir du continent africain. Un continent réuni cette semaine à Alger dans le cadre de la première conférence africaine sur les startups. Et ce n'est pas un hasard si la première édition de ce rendez-vous a eu lieu à Alger au vu des efforts et des moyens consentis par l'Algérie durant les 3 dernières années pour donner naissance à un vrai écosystème de start-up dans ce pays. On compte actuellement quelques centaines qui sont structurées et financées par l'État à travers un certain nombre de mécanismes comme l'accélérateur Algeria Venture ou encore le fonds ASF. Et si je dis qu'un vrai écosystème a vu le jour, eh bien c'est simplement parce qu'au-delà des moyens, il y a aussi un cadre juridique qui organise et encadre l'activité de ces petites et moyennes entités économiques créatrices de valeur et à la croissance exponentielle. Mais qu'en est-il de l'écosystème africain des startups et pourquoi l'Algérie veut-elle aller de l'avant au niveau continental? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour animer ce débat sur l'écosystème africain des startups, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau des pros de l'écho Madame Leïla Ben Youssef. Vous êtes start-upeuse référent ZLECAf au sein du Digital Cluster Africa. Vous êtes également fondatrice de la startup qui dit Sorti. Bonsoir Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je suis ravie d'être là sur ce plateau. Merci. Alors à vos côtés se tiendra Monsieur Sofiane Merlaoui qui est directeur marketing chez l'une des premières start-up panafricaines et vous représentez justement la branche algérienne de cette start-up, en l'occurrence Joumia. Bonsoir Monsieur Merlaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Très bien, alors juste avant justement de lancer le débat sur la première édition de l'Algeria Startup Conference, retour sur cet événement en images avec Mohamed Wali Belchaban. Alger abrite le premier congrès africain des startups, une manifestation inédite qui se fixe l'objectif de renforcer le rôle des micro-entreprises en Afrique et à consacrer leur contribution au développement économique. Faire du rendez-vous d'Alger une rencontre périodique renouvelée qui reflète l'insertion économique mondiale et moderne. Une rencontre qui consacre les valeurs de la solidarité et la coopération africaine. Le congrès envisage d'élaborer une feuille de route aux pays africains et d'instaurer une dynamique de coopération entre les écosystèmes d'innovation dans le continent. L'objectif, c'est effectivement d'adopter une feuille de route qui va être un document important qui permet de développer des instruments panafricains, comme je l'ai dit, diplomatiques, économiques, etc., pour permettre aux startups africaines de se développer plus facilement. Last but not least, c'est la première conférence africaine des startups. Donc c'est pour la première fois qu'en Afrique qu'il y a ce type d'initiative, et on est content que cette initiative se déroule en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message adressé aux participants de la première édition de la conférence africaine des startups, a plaidé ce lundi pour une orientation vers l'entrepreneuriat innovant pour résoudre la problématique de l'emploi en Afrique.
Allez, sans plus tarder, place au débat avec nos deux experts du jour, à commencer par vous, Madame Ben Youssef. Donc, la première édition de l'Algeria Startup Conference s'est donc tenue à Alger. Une première réunion au niveau des ministres africains du secteur a également pu avoir lieu. Qu'est-ce que cela inspire-t-il à la start-upeuse que vous êtes? Alors, ça m'inspire beaucoup de choses parce que moi-même, étant fondatrice justement d'une start-up, ce genre d'initiative encore plus à l'échelle continentale, donc l'Afrique, c'est vraiment une occasion d'accélérer justement les choses. Donc moi j'encourage cette initiative, je suis très très contente parce que ça met aussi en avant la place de l'Algérie, sa place justement stratégique sur le continent. Donc ça permet de mettre en avant, d'accélérer et de prendre des décisions gouvernementales. Très bien. Sofiane Marlaoui, peut-être un mot sur cet événement qui s'est déroulé cette semaine à Alger. Quel est votre ressenti personnel? Très content. Je suis algérien et je travaille dans une entreprise, comme vous avez dit, qui est une des premières startups panafricaines. Oui. Et donc content parce qu'on croit beaucoup dans ce continent. Très bien. Madame Ben Youssef, je reste avec vous. Alors, je le disais tantôt lors de ma présentation, vous êtes avant tout référence, l'ECAF, au sein du Digital Cluster Africa. C'est très important de le souligner. En quoi consiste votre travail exactement? Et qu'est-ce que le Digital Cluster Africa, justement? Le CDA est une plateforme d'intelligence collective qui permet justement d'utiliser le numérique comme levier de croissance et d'échange sur le continent africain. C'est une initiative privée qui a été lancée par Monsieur le Président, Monsieur Amadou, qui est malien, qui permet justement d'accélérer cet échange. Parmi les ambassadeurs, donc c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Parmi les personnes, plus de 8000 membres aujourd'hui, en 2 ans justement de création. Nous avons des experts, nous avons des anciens ministres, nous avons des économistes et ça nous permet non seulement de créer cet échange culturel. Alors c'est une plateforme de networking si je comprends voilà, bien. Aujourd'hui on parle d'intelligence collective parce qu'il y a aussi des prises de décision, on parle d'économie, on fait des webinaires sur des sujets non seulement de leadership, il y a du coaching aussi. Moi-même je suis intervenante, donc non seulement ambassadrice du CDA qui m'a beaucoup apporté en 2 ans d'intégration juste autant que membre. Donc je rappelle que c'est ouvert à tout le monde, chef d'entreprise, expert, employé, toute personne qui veut apporter sa petite touche ou pour le changement justement collectif pour l'Afrique, parce que justement c'est main dans la main que nous pouvons faire changer les choses. Et justement dans toujours ce cluster digital Africa, il y a des commissions. Il y a des commissions économiques et il y a aussi la commission ZLECAF, donc la zone de libre-échange intercontinentale africaine, effectivement. Moi-même, je suis référente, Monsieur le Président et Monsieur Saïd Djelleb, notre ex-ministre du Commerce. Du commerce algérien. Voilà, algérien, qui a été lui-même négociateur de la ZLECAF, je le rappelle, qui a apporté beaucoup de choses justement pour créer cette zone de libre-échange, qui, je le rappelle, a pour objectif de consolider les 1,3 milliard de dollars justement sur l'économie africaine, qui intègre 55 pays, qui a été votée justement cette ZLECAF le 1er janvier 2021. Elle est censée intégrer 55 pays, donc à terme, voilà. Aujourd'hui, on a commencé à avoir des résultats, notamment sur certains pays. L'Algérie a validé sa grille tarifaire parce que l'objectif de cette zone, justement, c'est de pouvoir faciliter les échanges économiques. Abattre les barrières. Exactement, donc on parle de tarifs douaniers. On parle d'échanges, notamment pour les matières premières. On sait qu'on a des pays comme pour le café, aujourd'hui on parle de matières premières. La crise justement est par rapport au prix dans ces pays-là. Donc pourquoi ne pas consolider justement chaque pays africain a justement son savoir-faire, notamment dans l'agriculture, dans la production. Donc cette zone-là, je le rappelle, si l'Afrique vraiment pourra développer la ZLECAF, et moi-même c'est ma mission au sein du CDA aujourd'hui, il faut savoir que nous pourrons justement sortir de la pauvreté plus de 50 millions d'Africains. Donc ça, c'est juste pour donner un chiffre, sans parler de, bien sûr, des échanges économiques et puis aussi non seulement l'économie, mais en plus de créer cet échange, parce que souvent on connaît des importateurs, par exemple l'Algérie, elle est très portée sur l'Europe, sur les importations. Pourquoi ne pas se tourner un peu plus vers notre continent? Très bien, croisons les doigts justement pour la réussite de ce fameux instrument qui va permettre justement au commerce interafricain de se développer, de se promouvoir. Monsieur Merlaoui, il est parfois facile justement de parler de développement des startups car ce sont des entités, on le sait bien, qui communiquent énormément et qui savent marketer leurs produits et services. Mais au-delà de ça,
En quoi consiste justement l'activité d'une start-up et qu'est-ce qui la différencie d'une entreprise classique? Effectivement, déjà dans le nom, il y a start-up, donc c'est une entreprise en démarrage. Mais beaucoup d'entreprises ont démarré, donc pourquoi on ne les appelle pas start-up? Exact. Alors déjà, pour démystifier un point, une start-up n'est pas nécessairement dans la technologie, ce n'est pas nécessairement des applications, ça peut être dans l'agriculture. Mais le principal point différenciateur, c'est la façon dont elles vont croître. Donc c'est la croissance qui différencie une start-up d'une autre entreprise qui va naître. Une start-up va aller chercher une croissance forte et rapide. Et c'est pour ça que, par exemple, les start-up vont aller chercher des investisseurs qui ne vont pas réfléchir comme une banque qui va donner un crédit avec un crédit classique, avec les conditions classiques. Des investisseurs qui peuvent accepter de patienter parce que pour aller chercher cette croissance forte, une entreprise peut chercher une croissance sans nécessairement chercher la profitabilité à court terme. Et c'est pour ça qu'il y a des métiers qui sont développés autour des startups, comme le métier de growth hacker, tous les métiers de data scientist, etc. C'est cruncher la donnée, la data, justement pour accélérer cette croissance. Très bien. Justement, il y a aussi cet aspect de scalabilité dont on parle beaucoup en ce qui concerne les startups. Est-ce que cette scalabilité aujourd'hui est le Graal recherché par toutes les startups? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le principal différenciateur, c'est cette croissance. Donc, ça veut dire qu'on veut la scalabilité. Exponentielle durant les 2, 3, voire 3 premières années, c'est bien ça? Exactement. Et donc, le modèle d'une startup doit être scalable. C'est-à-dire que si elle a un modèle qui est fermé, qui ne permet pas de croître rapidement et prendre une certaine taille sur le marché, ça veut dire que le business model n'est pas celui d'une startup. Donc, cette scalabilité est une condition sine qua non pour une startup. Très bien. Madame Ben Youssef, même question. À vos yeux, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui une start-up d'une entreprise classique? Je rejoins mon confrère sur la définition justement. Après, on connaît très bien la définition entreprise innovante à croissance rapide. Alors aujourd'hui, quand on parle de croissance rapide, je reviens sur la durée des 3 ans, puisque chaque start-up, quand on crée par exemple un prototype hautement technologique, la durée est plus importante pour créer la scalabilité. Donc on a forcément une échelle, on va dire, de 3 ans de normalité. Après aussi, ce qui différencie aussi la start-up, c'est non seulement l'innovation, mais aussi l'adaptabilité, c'est-à-dire au marché. Comme on a parlé justement, les nouveaux métiers qu'on voit aujourd'hui, c'est des métiers très très importants pour faire évoluer les startups. D'ailleurs, qu'un investisseur nous parle de notre équipe avant tout et de dire quelles sont les spécialités pour savoir si on a l'expertise ou pas sur notre marché. Moi, je vous donne l'exemple, j'ai créé un guide de sortie pour les enfants qui met en relation les parents et les lieux de loisirs. Donc, ça répond à une problématique et c'est justement le rôle d'une start-up sur le marché. Ça veut dire que les parents en Algérie n'avaient pas cette information-là ou des idées pour sortir. Donc moi, je développe un certain marché qui est le marché du loisir en Algérie. Vous répondez clairement via à un la besoin, digital. Notre entreprise, alors j'essaie de me faire avocat du diable, une entreprise classique peut aussi répondre à un besoin. En quoi consiste cette valeur ajoutée par rapport à une start-up? Tout à fait. Alors la valeur ajoutée, justement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'innovation. Donc pourquoi j'ai innové? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'arrive via un site internet à viser 500 000 parents en Algérie, par exemple? Donc déjà, je crée un mini écosystème entre les lieux de loisirs, les nouveaux parcs, les parents, etc. Mais aussi, il y a cette croissance rapide. On parle de chiffre d'affaires aujourd'hui. Quand on parle d'une PME, par exemple, ou d'une entreprise, on voit un taux de croissance, justement, qui, chaque année, pour pas dire qui n'est pas très, très exponentiel. On ne peut pas parler d'exponentiel. La croissance rapide, c'est passer, par exemple, de 500 000 utilisateurs à 1 million, 1,5 million, en gardant la même équipe ou pratiquement les mêmes frais. Donc, c'est ce qui différencie vraiment, vraiment. Très bien. Et cette scalabilité, généralement, c'est l'innovation, justement, et la digitalisation qui la L'aspect économie du savoir dans tout cela, elle réside où exactement dans l'activité d'une start-up? Quand on parle déjà d'innovation, on parle d'économie du savoir. Moi, je pense que ça va de soi entre les deux, parce qu'on doit être non seulement rechercher l'idée innovante, ça c'est très très important, donc on doit faire de la veille, on doit être à l'écoute de notre marché, on doit connaître ce qui se fait à l'international. Donc tout ça, c'est comme si que le porteur d'idées, quand il commence, parce qu'on l'appelle porteur d'idées avant de devenir start-upper et de créer son entité juridique justement, et c'est cette partie-là qui est très très importante justement. Il y a une définition que j'aime bien de l'innovation, enfin un conseil qu'on m'a donné il y a quelques années,
On ne va pas chercher à répondre à un nouveau besoin, on va trouver une façon différente de répondre à un besoin qui existait. Si je prends des modèles que tout le monde connaît, les VTC, il y avait les taxis, donc c'était, sans citer de marque, mais Airbnb, les gens avaient besoin de chambres d'hôtel. C'est des besoins qui existaient. Ils ont trouvé des façons différentes de répondre à ces besoins-là. C'est souvent, l'innovation est souvent là, elle est dans le process ou la façon de répondre dans le besoin, mais pas de créer nécessairement un nouveau gadget ou. Très bien. Très bien, Monsieur Merlaoui. On reste avec vous. Les ministres africains en charge du secteur des startups ont adopté mardi soir à Alger, à la clôture de la conférence, justement, la première feuille de route continentale constitutive d'une coopération interafricaine de haut niveau avec son introduction en tant que priorité économique, c'est une première, au titre des programmes gouvernementaux et de développement en Afrique. C'est une excellente nouvelle pour le continent que d'aller dans ce sens. Forcément. Il faut avoir le soutien des autorités, il faut prioriser ce dossier-là et en plus le prioriser à l'échelle continentale. Ça, je crois beaucoup à la coopération sud-sud. Je pense que les solutions pour l'Afrique viendront de l'Afrique. Et donc, justement, voir que les autorités de différents pays africains se donnent la main, et ici en Algérie, c'est très positif, très encourageant. Très bien. Madame Ben Youssef, sur le plan économique, est-ce que les startups vont peut-être réussir ce que justement les entreprises classiques n'ont jusque-là pas encore réussi, c'est-à-dire fédérer les actions et les initiatives en matière de développement et de promotion d'un écosystème intégré en Afrique? Mais quelles en seraient les principales conditions selon vous? Alors déjà, quand on parle d'écosystème, on parle de plusieurs intervenants ou acteurs. Donc on ne crée pas un écosystème juste avec le gouvernement ou juste avec des étudiants, etc. Donc moi je pense que déjà la condition sine qua non, c'est d'intégrer tous ces acteurs-là. Donc j'ai parlé du gouvernement, j'ai parlé aussi des universités qui sont aussi un pipeline d'innovation aujourd'hui, parce que les étudiants aujourd'hui, on le voit en Algérie, on a des maisons de l'entrepreneuriat. Moi-même j'interviens dans des universités et je rencontre des jeunes, mais vraiment c'est là où on parle d'innovation, parce qu'ils sont très très innovants. Moi-même j'ai eu l'idée de lancer ma start-up juste suite à un événement, un hackathon dans une université, donc j'ai découvert un monde d'innovation. Et puis aussi, nous avons aussi la culture, développer cette culture. Ça veut dire quand on crée un écosystème, il faut avoir les mêmes valeurs, malgré les idées différentes de chacun aussi. Parce que chacun va chercher à défendre forcément son terrain à lui. Donc vraiment, on a parlé tout à l'heure d'intelligence collective, et c'est justement ça. Aujourd'hui, on l'a vu avec la conférence africaine, justement, pour les startups. Ça veut dire que nous avons réussi sur un événement de 2 jours, 48 heures, à regrouper des experts, des gouvernements et plusieurs gouvernements de l'Afrique pour créer quelque chose. Donc, et puis, il n'y a pas que la rencontre aussi, il y a la suite aussi de la communication. Et en même temps, je dirais aussi ce qui est important, c'est de développer la culture entrepreneuriale. Je vous donne comme exemple, moi-même, quand j'ai commencé ma start-up, personne en Algérie ne connaissait le mot start-up. Ça veut dire que quand j'ai commencé en Algérie, j'ai commencé, et d'ailleurs, nous avions eu des initiatives du gouvernement algérien où nous sommes partis notamment à Viva Technologies en France, voilà, ensemble d'ailleurs avec M. Merlaoui pour représenter l'Algérie. Moi-même, j'ai été finaliste à Dubaï à Viva Technologies. Cela dit, toujours il y avait ce souci-là, que ce soit autour de ma famille ou mon propre petit écosystème. Ça veut dire que je devais toujours défendre l'idée de la start-up, ce que ça veut dire une start-up. On me disait c'est des enfants, j'essayais de défendre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que nous avons un ministère. Donc on voit l'évolution sur le terrain. Et puis l'arrivée de monsieur. Tout à fait. Tout à fait. Donc je salue ces efforts du gouvernement et je suis très fière, même quand j'étais à Amman pour représenter l'Algérie au sommet arabe, justement. C'est dire que nous avons eu cette évolution déjà, c'est très important pour l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a eu justement ce ministère, tout le monde m'appelle pour me dire « Ah, c'est toi qui as la start-up », etc. Donc ça permet déjà à tout le monde, que ce soit à la population algérienne de connaître. Je vous donne comme exemple un parent qui voit qu'il y a un ministère et demain son enfant va dire « je veux créer une start-up ». Ça sera plus crédible, alors qu'avant on avait cette rassurant aussi. Plus rassurant, justement. Un cadre et puis en même temps, il n'y a pas eu juste justement le cadre légal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous encourage à vouloir. C'est pour ça que je parle de culture
ou entrepreneuriales en général. Ça veut dire que dans les universités, par exemple, américaines, on voyait souvent ce qu'on appelle des rôles modèles. Oui, des Steve Jobs qui allaient dans des universités faire des interventions, des conférences, etc. Aujourd'hui, heureusement qu'on a Internet qui nous a enlevé ces barrières-là, mais je pense aussi que ces rôles modèles, il faut les mettre aussi en avant, souvent. Parce que quand on va à l'université, qu'on se met juste de discuter avec des universitaires, ils sont très très touchés justement par comment vous avez commencé, comment cet accompagnement, cette attention. Et pour revenir donc au côté légal en Algérie, le label Startup nous permet justement d'enlever ces barrières par rapport aux impôts, par exemple, l'IBS aussi. Donc ça nous permet aussi de nous encourager, de dire « Ah ben tiens, c'est des barrières qui me freinaient aussi pour le lancement aujourd'hui. » Donc je salue. On peut interpréter ça même comme des incentives au profit des Bien sûr, startups. on parle d'incentives. C'est comme un commercial dans une entreprise qu'on voudra encourager ou motiver. Donc c'est exactement ça. Et puis en même temps, avec aussi Algeria Venture qui fait un travail de terrain, d'accélération de terrain. Donc je salue vraiment cette initiative parce qu'aujourd'hui, même récemment, la semaine passée, il y a 15 jours, il y a eu la semaine de l'entrepreneuriat et on avait vu que justement, on a touché plus de 15 000 étudiants sur le territoire national. Donc je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais que ça a été en simultané dans plusieurs universités dans le pays et ça, c'est développer la culture aussi. Donc il y a l'écosystème et il y a aussi la culture. Et puis pour ajouter, moi je dirais aussi la commencer à l'école avec les enfants notamment, essayer de les responsabiliser. L'aspect éducation, aujourd'hui un enfant dit demain je veux devenir footballeur ou alors youtubeur, pourquoi pas start-upper. Très bien. Sofiane Marlaoui, un mot peut-être avant de continuer sur cet aspect intégration. Vous qui faites partie justement d'une start-up qui a bien réussi son intégration au sein de l'espace africain. Qui n'est plus une start-up. Oui, qui n'est plus une start-up depuis, qui a bien grandi. Alors, oui, coté en bourse depuis 2019 à la bourse de New York. Et d'ailleurs, c'est une fierté parce que c'est la première entreprise cotée en bourse à New York dans le marché 100% en Afrique. Et, donc, pour revenir à l'aspect écosystème, sur la culture, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Madame Benoussef. Et j'ajouterai même un autre point, c'est la tolérance au risque. Dans la culture, ce qu'on doit développer aussi qui est très important, dans la culture entrepreneuriale, c'est cette tolérance au risque, c'est-à-dire l'acceptation de l'échec. Ça, c'est un gros point culturel que nous devons, un tabou que nous devons briser. Nous avons peur du risque, maintenant ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres éléments plus tangibles, plus concrets. Il y a le financement. Le financement, c'est si on veut développer. Justement dans le cadre de cette émission. Monsieur Marlaoui, justement, le continent africain ne cache plus ses ambitions en matière de développement des startups, car beaucoup de pays comme le Nigeria, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud ou même l'Algérie semblent vouloir atteindre des objectifs rapidement. Et cela passe nécessairement par le développement d'Internet très haut débit et de la 5G notamment. Est-ce que c'est la clé de voûte de la réussite Alors c'est intéressant parce que nous sommes présents dans tous les pays que vous avez cités. Et alors la connectivité est très importante. Parce que quand même, quand on parle de start-up, même si ça peut être dans l'agriculture, mais ça reste quand même en général très fortement orienté digital. Mais il n'y a pas une clé de voûte. En fait, c'est, comme on disait, c'est un écosystème. Donc il y a la culture, il y a la formation, il faut des compétences. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, je trouve que les avancées ces dernières années sont impressionnantes, très importantes. Pour moi, je me rappelle le jour où j'ai lu les nouvelles et j'ai appris qu'il allait y avoir une école de l'intelligence artificielle. J'étais très content. C'était un super grand pas. Qui a ouvert ses portes il y a 2 ans. Exactement, en Algérie, exactement. Et aussi les programmes qui changent. On voit les stagiaires qui arrivent. J'essaie de prendre autant de stagiaires que possible et je vois leur profil qui change. Des gens qui sont en intelligence artificielle, des data scientists, etc. Je vois comment c'est intégré dans les programmes classiques. Le fait qu'il y ait même, j'ai découvert qu'il y avait l'école nationale de l'économie numérique, la gestion en économie numérique. C'est fantastique, Arclera. Donc, il y a au niveau formation déjà d'excellentes choses qui se font, il faut encore continuer. Il y a la partie financement, comme j'ai dit, donc il faut le financement, donc c'est très bien qu'il y ait le fonds ASF, mais encore une fois, il ne faut pas compter que sur le public, il faudrait que le privé aussi se mobilise là-dessus, suivre l'exemple. Il y a dans la formation, ce n'est pas vraiment la formation, mais il y a aussi le côté mentorship. Il faut accompagner pour cette culture, et ça, il y a un excellent travail qui est fait aussi, on voit les incubateurs,
les espaces coworking qui sont développés ces dernières années. On voit IncubeMe, par exemple, qui justement a fait un programme à l'échelle africaine, excellent. D'autres aussi, comme La Bulle, avec qui j'ai collaboré récemment, qui font un travail vraiment sur le terrain qui mérite d'être levé. Et il y a le cadre réglementaire, on en a parlé, qui a changé, le statut des startups. C'était le travail du GAN. Tout à fait, voilà, tout à fait. Le GAN, exactement. En fait, j'aurais pas dû commencer à citer un parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, je vais me fâcher avec des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un excellent travail sur le terrain. Bon, je tiens juste à préciser, pour revenir à l'aspect Internet, que l'Algérie fait partie des rares pays africains qui luttent justement contre la fracture numérique en Afrique en tenant justement à installer Internet dans plusieurs pays, notamment dans le voisinage. Exactement, on parle souvent de vitesse, etc. Mais une chose qui est pour moi encore plus importante que la vitesse, c'est le taux de couverture. Et on a un des taux de couverture parmi les plus élevés, si ce n'est le plus élevé, pour justement lutter contre cette fracture. Et c'était même inscrit dans les conditions aux opérateurs téléphonie de l'ARCEP, ex-RPT. Donc ça, c'est une excellente chose parce que au lieu d'avoir une très très grosse vitesse dans quelques zones, c'est mieux d'avoir une vitesse acceptable et qui permet d'intégrer beaucoup plus de gens. Et ça, pour le secteur du e-commerce, c'est primordial, par exemple. Tout à fait. C'est la base. Si les gens ne peuvent pas se connecter, ils ne peuvent pas bénéficier de ces services. Et d'ailleurs, on le voit, on voit la donnée sur le Data Reportal. Il suffit de taper Data Reportal et on trouve ce rapport un petit peu sur tous les pays qui est mis à jour chaque année. Et on a des données, on voit la croissance de la consommation digitale en Algérie. Si on prend le Data Reportal 2022, on voit que la population a augmenté de 750 000 habitants en Algérie, les personnes connectées de 1,8 million. Donc très clairement, il y a un rattrapage à grande vitesse qui se fait, où on voit que… De manière exponentielle. Exactement, c'est-à-dire que les utilisateurs Internet ou les consommateurs de contenu digital augmentent plus vite que la population. Très bien, Madame Ben Youssef, justement, quels sont pour vous les fondamentaux de la start-up au niveau africain toujours ? Quels sont les éléments peut-être différenciants par rapport à ce qui se fait en Europe ou encore aux États-Unis? Je dirais déjà, avant tout, c'est le point culturel, c'est-à-dire la culture. Quand on lance une start-up en Afrique, on doit déjà comprendre comment justement, c'est comme quand on lance dans le marketing, on doit analyser le consommateur et ses comportements. Donc, moi, je pense que la première des choses… je parle encore une fois de ma propre expérience, c'est le manque de data, de données. Quand on veut lancer, on a besoin de beaucoup de données, par exemple. Et je passe un message d'ailleurs dans ce sens, de créer peut-être ne serait-ce qu'un site internet avec chaque pays, des données, notamment sur le marché, sur la vente. C'est un travail de veille, voilà, exactement. Et nous, par exemple, moi je cherchais le nombre d'enfants, le nombre de… Donc j'ai eu beaucoup de difficultés déjà de prime abord pour les études, la phase d'études avant le lancement. Le deuxième point, je dirais que il est positif cette fois-ci, je dirais que nous sommes très portés sur la nouveauté. Il y a des tendances aujourd'hui en Afrique, on voit les choses bouger, on voit d'ailleurs rien que les fonds d'investissement qui s'intéressent, qui se créent spécialement pour l'Afrique, donc des investisseurs, des grands cabinets qui sont présents en Silicon Valley, qui sont présents en Europe et qui se mettent à investir, notamment pendant le Covid où il y a eu une grande accélération. Donc moi je dirais aussi, c'est cette acceptation peut-être plus rapide, parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur un marché hautement concurrentiel, donc quand on crée, on innove, on a cette réception qui est plus ou moins, c'est-à-dire on arrive à se démarquer en Afrique, parce que les gens ils sont quand même réceptifs et puis il y a cette envie, contrairement à l'Europe où peut-être le client est plus exigeant et c'est normal parce qu'il a l'habitude justement d'avoir affaire à des sites e-commerce, etc. Après, je dirais, et M. Mrelaoui pourra me confirmer cette info, je dirais aussi, par exemple pour l'Algérie et certains pays aussi africains qui sont un peu à la traîne sur le e-payment. Ça, c'est une barrière pour nous aujourd'hui. Parce qu'en Algérie, par exemple, moi, je peux vendre des tickets en ligne. Mais j'ai du mal à intégrer parce que j'ai des mamans qui me disent « je préfère venir vous voir pour les tickets ». Justement, je tiens juste à apporter une petite précision par rapport à cela pour dire à nos chers téléspectateurs que justement hier, pendant la réunion du gouvernement, la question a été justement étudiée avant de passer en Conseil des ministres
et pourquoi pas justement être débattue au Parlement algérien dans pas longtemps. La question relative justement, dans le cadre de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, la question relative à tout ce qui est e-payment. Justement, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas juste de créer l'e-payment, parce qu'aujourd'hui l'Algérie nous permet, quand on veut un site e-commerce, on demande en ligne à la SACIM, les autorisations, etc. Donc il y a eu beaucoup d'avancements sur le terrain. Encouragé même. Voilà, encouragé. Cela dit, malgré l'accélération, je dirais, là je parle vraiment du consommateur. Donc là aussi, c'est une question de culture. De faire confiance, de paiement électronique, de ne plus utiliser le cash, etc., d'éviter ce genre de barrières. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a quand même eu une accélération de e-payment, parce qu'on avait vu justement que… Le hasard fait bien les choses parfois. Voilà, tout à fait, exactement. Donc pour ça, je laisse la parole à M. Merlaoui qui pourra me confirmer cette culture justement sur la réception de la population et les barrières par rapport au e-payment. Sofiane Merlaoui. Là, c'est le marketeur qui va parler. Je trouve que le client algérien est un client très pragmatique. C'est-à-dire que dès qu'il trouve son intérêt, il y va. Donc, il y a des freins, mais qui ne sont pas spécifiques à l'Algérie ou au continent africain. C'est les freins de confiance, en fait. Et la confiance est un frein mondial. C'est sa principale barrière à l'adoption des services digitaux. Mais ça, c'est une question de temps. Ça se travaille. Et c'est pour ça que c'est des efforts qui doivent être faits par les acteurs en place. Il ne faut pas toujours compter sur l'administration publique et les autorités. Il faut que les acteurs en place fassent nécessaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a beaucoup poussé ces dernières semaines, pas dire ces derniers mois, pour le paiement électronique sur notre plateforme, parce que nous y croyons et nous voyons l'adoption en quelques semaines qui a doublé. Donc c'est sûr qu'elle commence de très bas, mais ça montre déjà qu'il y a un intérêt. Et on voit que les personnes reviennent, c'est-à-dire que les personnes qui ont utilisé cet outil reviennent. Une fois qu'elles ont brisé ce plafond de verre exactement, de confiance, elles reviennent. Et ça donne d'ailleurs ce qu'on appelle des repurchasers, des gens qui reviennent acheter. Donc moi j'y crois. Et il faut juste que nous mettions les choses en place et que nous faisions ce travail d'évangélisation, d'éducation pour le consommateur. Voilà, entre guillemets. Très bien. Monsieur Merlaoui, vous représentez donc, je le disais tantôt, une start-up qui a fait ses preuves au niveau africain, en étant l'une des premières, peut-être, start-up panafricaine, qui ont vu le jour. Les gens ne le savent pas peut-être forcément quel est le secret de cette réussite, mais le plus important, c'est de savoir comment dupliquer ce modèle au niveau africain, justement. Déjà, il faut y croire. Il faut y croire et il faut trouver des gens qui vont y croire. Et c'est le challenge qui s'est fait en 2012. Et d'avoir convaincu des investisseurs, ça a commencé par des investisseurs dans les télécoms, comme par exemple MTN au Nigeria, des banques, assurances, qui ont cru au potentiel de l'Afrique. Et un petit peu le secret, peut-être, c'était d'avoir été parmi les premiers à y croire. Et donc, de trouver ces personnes-là qui… Depuis 2012. Exactement, exactement. Ça fait 10 ans, 8 ans en Algérie et 10 ans dans le groupe. Et donc, c'était très important, donc d'abord y croire. Ensuite, il y a une réalité africaine. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher à dupliquer tout simplement les modèles qui sont faits ailleurs et les importer et essayer de les installer en Afrique. La réalité africaine est là, donc on le disait, le consommateur africain, il n'est pas non plus d'une autre planète, on a les mêmes façons de fonctionner, mais il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, si je prends la logistique, le cadastrage qui est peut-être parfois difficile, donc il faut savoir adapter sa logistique. Si on prend une entreprise e-commerce, adapter sa logistique à cette réalité du terrain. Et donc voilà, je pense que c'est d'abord y croire, trouver ceux qui y croient et avoir savoir mélanger cette expertise internationale et cette compétence qui connaît la réalité locale. Très bien, très bien. Madame Ben Youssef, souvent, lorsqu'on parle justement de start-up, il y a cette vision un peu angélique, il faut l'admettre, d'une boîte où tout fonctionne à merveille, sans beaucoup d'efforts, avec un niveau de croissance qui reste exponentiel durant les 2 ou 3 premières années, on vient de l'évoquer, mais la réalité est tout autre. Racontez-nous un peu la vie d'une start-up et les étapes indispensables à son développement. Alors non, c'est pas ce qu'on croit déjà. Je vous confirme que c'est pas, et qu'effectivement on pense toujours que ça fait rêver une vie de start-upper, mais dans les coulisses c'est très très difficile justement parce que vous imaginez bien qu'on se lève un beau matin, on a une idée, puis il faut la défendre et lancer un produit qui va correspondre au marché. C'est très très compliqué. Cela dit, c'est faisable.
Ça veut dire, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, et même mieux que moi d'ailleurs. Alors les phases de start-up, justement, c'est des phases qui diffèrent d'une entreprise classique, justement. Là, donc là, on ne parle pas de PME, on revient à la question justement de la différence. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, les coulisses sont très, très... souvent, un start-upper est seul au début, surtout quand il a l'idée. Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de l'écosystème, des incubateurs, des accélérateurs, etc., parce que ça lui permet d'avoir cette confiance en lui. Alors je dirais, il y a 5 phases pour les start-up, justement. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'idéation. L'idéation, ça veut dire, c'est le moment où nous avons l'idée et au moment où on commence à développer cette idée. Au moment où cette idée germe, justement. Voilà, ça veut dire que là, on n'a pas créé de registre de commerce, l'entité n'existe pas. Souvent, moi-même, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, dans un concours de start-up, un hackathon, donc c'était une compétition d'idées. Moi-même, ça m'avait étonnée parce que j'étais directrice marketing dans une multinationale et me dire compétition d'idées, pour moi, tous les êtres humains ont des idées. Donc, ça m'avait paru très pas normal, mais par curiosité a fait que j'étais partie justement à cette initiative-là. Et en fait, donc, cette phase-là, elle permet, du moment où nous avons l'idée, à la développer. C'est-à-dire commencer à faire des recherches, comme on l'avait dit tout à l'heure. Moi, par exemple, dans le domaine de l'enfance, voir combien de familles il y a, quels sont les parcs, quel est mon écosystème, à qui je pourrais vendre aussi. Donc, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, travailler son idée. Ça veut dire façonner le moule avant de lancer. Ensuite, il y a la phase de création. Ça veut dire que c'est là où on va lancer. Aujourd'hui, dans cette phase d'idéation, il y a le projet innovant, le label, projet innovant. Ça veut dire que là, l'entité n'existe pas. Ensuite, il y a la création. Et là, on parle de label start-up. Ça veut dire que l'entité juridique existe et le registre de commerce existe bien. Nous avons le nom de l'entreprise, etc. Donc, cette phase-là, c'est vraiment la phase de développement. On commence à développer justement le prototype. Par exemple, pour moi, j'ai commencé avec un site internet, une première phase bêta. Et là, on parle justement de MVP, donc de la valeur minimum d'un produit qu'on va essayer de défendre. Par exemple, pour le site internet ou pour prototype technologique, etc. Ensuite, cette phase-là, elle permet justement de dire voilà ce que j'ai, c'est-à-dire de montrer, parce qu'on était à l'idée, on commence à façonner, donc on avance dans ce sens. Ensuite, il y a la phase d'amorçage. Cette phase-là, c'est la phase de test. Ça veut dire que je vais confronter mon prototype au marché et voir comment vont se comporter les consommateurs et ce qu'on appelle les premiers consommateurs par rapport à mon idée. Donc là, nous sommes bien d'accord que jusque-là, on n'est pas en train de faire un grand chiffre d'affaires sur cette période-là. On est plus à se former, à aller faire des formations, à essayer d'avoir des idées, à essayer d'aller justement, c'est d'où l'importance des incubateurs qui nous permettent de nous accompagner sur cette phase-là. Ensuite, là, on rentre à commencer à faire du chiffre d'affaires maintenant qu'on a testé notre prototype, etc. Et ce qu'on appelle le scaling. Donc, cette phase-là, c'est, on va dire, scaler son business. Scaler son business aujourd'hui, qui est un mot anglophone, devient justement, c'est d'augmenter, de créer Ce qui peut-être s'apparente dans le jargon de la marine marchande ou de la logistique à faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Voilà. Donc ça revient à ça justement. C'est non seulement de faire une économie d'échelle, par exemple avec la même équipe, les mêmes frais, etc. J'arriverai à commencer avec un site et commencer à vendre plus. Au début, j'avais peut-être 10 clients. Je commence à avoir... et quand on parle d'exponentiel, ça veut dire que je peux passer de 10 à 1000, 10 000, etc. avec le même produit et les mêmes frais. Donc c'est là où on parle de scalabilité d'une start-up. Et là, c'est le Saint Graal de la start-up. Moi, je pense que c'est la phase la plus compliquée de créer cette scalabilité. Parce que souvent, d'ailleurs, on le connaît, les chiffres internationaux dans le monde, c'est-à-dire la survie, le taux de survie d'une start-up. Sur 100 start-up, on a peut-être 20-30% maximum de start-up qui réussissent. Qui dépassent les 5 ans peut-être, les 4-5 ans. Voilà, qui dépassent les 4-5 ans d'existence, parce que souvent, soit l'idée ne matche pas avec, soit le marché n'est pas assez mûr, quand on a parlé des barrières. Le marché évolue rapidement. Voilà, soit évolue rapidement, soit la création d'un concurrent, l'arrivée d'un concurrent, etc. Et enfin, arrive la phase justement d'expansion. Et là, on parle on avait parlé de scalabilité, ça veut dire on commence à faire du
du chiffre sur notre propre marché. Après, l'expansion, ça peut être en Afrique, sur d'autres pays africains. Ça peut être créer d'autres produits aussi. Donc, quand on parle d'expansion, là, on parle vraiment de croissance. Et je rajouterai que pendant les 5 phases, il y a justement des investissements et il y a des noms. Par exemple, il y a des fonds, ce qu'on appelle les fonds d'amorçage. Aujourd'hui, ça, c'est le jargon international. Donc, fonds d'amorçage, c'est pour commencer. On parle aujourd'hui de love family. Ça veut dire que c'est la famille qui aide. C'est la monnaie, généralement, à la phase d'idée. Quand on sort un peu de sa zone de confort, on n'a pas de métier, on n'a pas… Donc, on fait appel à ses amis, à ses proches. Passe-moi un bureau, je viens chez toi. Ou alors, est-ce que tu as quelqu'un qui peut me faire une maquette graphique? Donc, on commence tous de cette façon. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle des séries chez les investissements, série A, série B, etc. Et ça dépend de la phase et les investisseurs connaissent bien ce jargon parce que ça dépend de quelle phase. Donc, quand on parle avec un investisseur, ils vont nous dire dans quelle phase vous êtes par rapport à votre start-up. Donc, par exemple, moi, je suis en pleine phase maintenant de scaling parce que je viens de remporter le programme des Nations Unies pour le e-commerce qui m'a fait une nouvelle plateforme e-commerce pour le loisir familial. Et puis là, je cherche vraiment à la lancer, justement, avoir des utilisateurs et commencer à vendre. Très bien, je vous le concède, c'est plutôt le parcours du combattant plutôt qu'un parcours angélique. Tout à fait, mais c'est passionnant. Très bien, très bien. Parmi les principaux axes qui ont été débattus justement et examinés lors de l'Algeria Startup Conference, il y a aussi la possibilité d'examiner la faisabilité de la création d'un fonds de caisse africaine pour les startups afin de financer des projets innovants sur le continent tout en facilitant la circulation des startups et des talents. Je vous propose justement d'écouter à ce titre la déclaration du ministre algérien de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid, avant de revenir une nouvelle fois au débat. Donc aujourd'hui, on est très content de clôturer cette première édition de la conférence africaine des startups. Une conférence qui, comme je le rappelle, a réuni plus de 27 délégations africaines venues de 27 pays, la plupart représentés par des ministres. Donc il y a eu pour la première fois en Afrique un sommet ministériel dédié aux startups qui a eu à valider une feuille de route qui permettra de développer le secteur des startups, de promouvoir l'écosystème des startups en Afrique, de permettre aux startups africaines de se développer davantage sur le marché africain et de créer de nouveaux instruments de financement de ces startups. Cet événement est, comme je l'ai dit, une première en Afrique et l'Algérie est extrêmement fière de porter cette nouvelle dynamique. Il y a eu également la participation de plus de 80 experts venus de tout le continent et même de plusieurs pays. Les experts ont partagé avec nous leurs visions, leurs recommandations pour mettre en place un écosystème qui soit favorable à l'éclosion des talents, au développement des startups. Et enfin, on a également, durant cet événement organisé, des sessions de discussion, un concours de robotique, un hackathon donc, qui concerne l'innovation dans comment utiliser l'innovation pour régler les problématiques qui se posent actuellement en Afrique. Il a été également question de restituer toutes ces recommandations durant la plénière pendant la clôture de l'événement et on est extrêmement satisfait par le niveau des interventions. Toutes les délégations ont également affirmé que l'organisation de cet événement s'est faite de manière extrêmement professionnelle et ils ont tous remercié donc, le ministère, l'Algérie d'avoir accueilli un tel événement. Retour donc au débat avec nos deux invités du jour et on va poursuivre avec vous rapidement, Madame Ben Youssef, si vous le permettez. Un fonds des caisses africaines pour le financement des startups. Est-ce que c'est suffisant justement ou bien faut-il aussi promouvoir le rôle du capital risque, des business angels, des equity funds, notamment en Algérie, pour lever toutes les contraintes liées au financement? Qu'en pensez-vous? Alors, suffisant, déjà pour moi, je suis une grande optimiste, donc justement, c'est ce fonds-là et je le reçois, je suis très heureuse de sa création parce qu'il permettra justement de financer l'innovation. On a parlé d'écosystème d'innovation, de le développer, mais je pense aussi qu'il faut plusieurs acteurs, notamment les business angels, démocratiser les business angels. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des moyens et qui ne savent pas où mettre leur argent. Donc pourquoi ne pas financer l'innovation? Très bien, on espère que votre message passera correctement. Monsieur Merlaoui, plusieurs rapports justement montrent que l'écosystème des startups en Afrique anglophone se porte nettement mieux que dans le reste du continent. On témoigne encore une fois les chiffres relatifs aux levées de fonds. L'on sait que ce n'est pas une question de langue, mais à quoi cela
est-il dû, d'après vous, rapidement? Je pense qu'il y a 3 éléments. D'abord, peut-être que dans des pays anglophones, ils ont commencé dans cette activité plus tôt, donc ils ont une avance. Le deuxième, c'est la taille de ces marchés. Si on prend des pays comme le Nigeria, l'Égypte, on peut avoir des capitales avec 20 millions d'habitants. Plus de 400 millions d'habitants. Exactement, donc ça attire. Donc c'est la taille, déjà la taille du marché qui attire peut-être plus de capitaux. Et troisième point, je pense aussi qu'il y a peut-être un différenciateur sur le système bancaire, la digitalisation, les paiements électroniques. Il y a aussi peut-être un peu plus d'avancées. Et ça, donc on revient à l'avant-projet de loi qui a été discuté au Conseil gouvernement hier, très intéressant et qui est très prometteur. Donc voilà, c'est ce genre de différenciateur qu'on va tuer pour justement améliorer, avancer plus vite. Leïla Ben Youssef, merci. C'est moi. Sofiane Merlaoui, merci également d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, le temps passe vite. Nous arrivons au terme des pros de l'écho pour cette semaine. Merci de nous avoir été fidèles et à la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.